Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de votre émission de décryptage de l'actualité socio-politique nationale pour le compte de cette nouvelle année. Et comme le veut la tradition, je voudrais, au nom de toute l'équipe de BNews, vous formuler nos meilleurs vœux de prospérité, de succès dans vos entreprises, mais aussi de plaisir à notre compagnie et de fidélité à nos programmes. Le principe de l'émission n'a pas changé, mais deux invités du jour sont déjà au rendez-vous pour vous livrer leur lecture sur ce qui aura constitué l'essentiel de l'actualité politique nationale cette semaine. Prudent Nasséou, bonjour. Bonjour, Gabé. Alors, merci d'être des nôtres. Meilleurs vœux à vous également. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui suis honoré par votre invitation. Merci beaucoup. Et face à vous pour le duel inaugural de cette émission pour le compte de cette année 2021, Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour à tous les téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux à vous également, à toute votre famille. Merci. Alors, donc, nous sommes là pour le débat et nous parlerons au cours de cette émission de cette coalition de l'opposition portée sur les fonds baptismaux le mercredi 13 janvier dernier. En deuxième sujet, nous dresserons un bilan de la tournée nationale de reddition de comptes entreprises par le chef de l'État et qui a connu son épilogue ce vendredi. Fidèles internautes, merci donc pour la fidélité à la première audience numérique au Bénin. C'est parti pour l'instant débat. Rebonjour à vous, chers internautes, et rebonjour, chers confrères. Bonjour, je vous remercie une fois encore pour avoir honoré mon invitation. Et nous parlerons de cette coalition portée sur les fonds baptismaux, je le disais tantôt, mercredi dernier, dénommé Front pour la restauration de la démocratie. Je vais vous demander d'attaquer vos plaquettes et de porter vos notes sur cette actualité. Prudent Nasséou, vous avez donné 5 sur 10. Sergino Lokossou, 3 pour Sergino Lokossou. Prudent Nasséou, je vais d'abord commencer par vous. Vous avez certainement suivi la déclaration lue par les leaders de cette coalition, de ce front qui est né. Est-ce qu'on peut craindre déjà des nuages dans le ciel de l'élection présidentielle d'avril prochain? Craindre pas vraiment, parce que les acteurs et personnalités réunis au sein du Front de la Restauration de la démocratie sont des hommes politiques qui animent la vie politique nationale et qui, pour la plupart, ont un parcours politique dans l'histoire de notre pays. Et donc, vu sous cet angle, je ne les vois pas en train de poser des actes attentatoires à la liberté des citoyens. Je ne les vois pas en train de demander aux gens de poser des actes qui les mettraient en porte-à-faux avec, je dirais, les tests de la République. C'est clair qu'ils sont dans un rôle politique. Et quand on voit un peu le discours, on peut craindre. Mais chaque acteur aujourd'hui est dans son rôle. Les personnalités réunies dans ce creuset, donc qui se réclament personnalités de l'opposition, sont dans leur rôle. Et ce qu'ils brandissent comme argument est quand même essentiel parce qu'il s'agit pour eux donc de revenir aux fondamentaux de notre démocratie, cette démocratie qui, depuis un certain temps, selon eux, serait menacée. Et donc, moi, j'estime que le discours qu'ils tiennent, un discours qui pourrait éventuellement interpeller le gouvernement, les députés et les institutions de la République. Et quand on suit un peu ce qu'ils exigent, ils ont voulu qu'on revienne à la Constitution de 1990. Et ça, il revient encore au président de la République d'en donner suite. Et donc, on attend de voir. Alors, on attend de voir. Sergino Lokossou, vous avez vu, ils ont formulé effectivement un certain nombre de revendications. Ils ont parlé de la restauration, notamment de la démocratie qui serait mise en péril, le respect des libertés individuelles et collectives qui n'est pas constaté depuis l'avènement du président Patrice Talon. Est-ce que vous, personnellement, vous retrouvez dans ces exigences formulées par l'opposition? Non, l'important n'est pas que je me retrouve dans ces exigences formulées par l'opposition, mais ce que je sais, c'est qu'il en faut plus pour faire plier le président de la République, parce que
L'opposition, laissez-moi vous dire qu'elle est mal partie pour une participation conséquente à cette élection présidentielle. Et qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, d'abord, il y a fondamentalement trois choses. Il y a la question du parrainage qui est là, voilà, et qui vous donne l'impression que le challenger numéro 1 de cette élection, notamment le président de la République, veut choisir ceux avec qui il veut compétir. Et donc, quand vous êtes une opposition, et ce sont les acteurs politiques de la mouvance qui vont vous donner leur onction avant que vous ne puissiez participer à cette élection, ça pose problème à mon avis. L'autre chose, c'est que... donc, sur cet aspect, vous leur donnez, oui, vous leur trouvez un peu... Non, c'est pas que je leur trouve, mais je dis, il faut s'appuyer sur ces questions-là. Les libertés individuelles et collectives, oui, on le sait. Est-ce que les libertés sont dérangées dans le pays? Ça dépend de chacun de nous, ça dépend de l'avis de tout un chacun de nous. Mais c'est leur avis. Ils pensent que les libertés individuelles et collectives ne sont pas respectées, voilà, sont menacées, ne sont pas respectées dans le pays. L'autre chose qu'il faut également mettre sur la balance, c'est la Cour constitutionnelle, et qui a refusé, et qu'elle ne peut pas trancher la question de est-ce qu'on doit appliquer le parrainage ou pas. Elle a refusé, elle a dit qu'elle est incompétente. L'autre également, le chef de l'État a semblé ne pas écouter ceux de l'Église catholique qui quand même appelaient les acteurs politiques à quand même trouver le mode opératoire pour qu'on puisse participer à cette élection. Revenir à la Constitution de 90, moi à mon avis, je pense que ça serait difficile parce que c'est une réforme et qui a été validée à l'Assemblée nationale. Et pendant que cette réforme se validait à l'Assemblée nationale, il y a des acteurs de cette opposition qui étaient quand même en ce moment-là honorables députés à l'Assemblée nationale. Je crois que l'un dans l'autre, l'élection de 2021 est très verrouillée à mon avis. Et donc les opposants, ils doivent réclamer beaucoup de choses. Il y a les 45 jours qui sont donnés au chef de l'État. Ils peuvent dire non. Déjà, le 5 avril, vous devez, le chef de l'État doit quitter. Ça fait partie d'ailleurs de leurs exigences. Oui, c'est ce que nous demandons. Mais parler des libertés, moi, je pense à mon avis que l'opposition, elle est mal partie. Et il faut vraiment réfléchir parce qu'il y a deux poids lourds également de l'opposition qui ne se sont pas alliés pour le moment. Il y a l'USL de Sébastien Yavon, il y a Restaurer l'espoir de Khalid Anaï. Alors que ces deux partis font également le poids. Ajouté à eux, je crois qu'ils peuvent faire le poids pour véritablement conquérir le pouvoir. Et je le dis, voilà, le pouvoir, ça s'arrache, c'est comme la priorité en circulation. Ils sont sur la voie. En tout cas, je leur demande de trouver les moyens pour arracher le pouvoir. D'accord, vous ne leur trouvez pas conséquent par rapport à leur ambition de provoquer l'alternance au sommet de l'État, c'est votre droit. Président Nassé, aujourd'hui, vous avez vu la CAHTP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a rendu une série de décisions pour demander au Bénin de toiletter un peu le code électoral, de revenir sur sa constitution. Le gouvernement ne s'est pas plié. Le 7 janvier dernier, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour apprécier la question du parrainage et celle de la prorogation du mandat. Est-ce que dans une certaine mesure, l'opposition n'a pas raison de se prendre son destin en main en allant elle-même aujourd'hui par cette coalition-là revendiquer et avoir gain de cause? Oui, l'opposition est dans son rôle, mais elle a tout perdu. Elle a été exclue par des manœuvres bien pensées, bien mûries, bien peaufinées. Vous savez, tout à l'heure, mon confrère... L'opposition a été exclue ou l'opposition s'est exclue? Non, elle a été exclue. Elle a été exclue. Vous faites allusion là forcément aux élections en fait, législatives. Est-ce que nos anciennes lois, d'abord, notre constitution consacre la pluralité de l'expression démocratique, donc la liberté pour les gens de constituer leur parti politique. Si on en avait 100, ça gêne qui? Si on en avait 300, ça ne gêne personne. Ça n'a jamais créé de problème. Là, vous revenez un peu sur l'opportunité de la réforme du système partisan. Justement, en fait, cette réforme-là, elle est pensée par ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'elle a été soutenue par les acteurs politiques? Et tout à l'heure... tout le monde se plaignait parce qu'on avait des partis un peu partout, dans les régions, les communes, les mairies, et que ça ne participait pas Est-ce que ça posait un problème véritable? Ça n'a jamais posé un problème véritable. Et pourtant, malgré qu'on avait de multitudes de partis politiques ou même des partis politiques de quartier, comme on le dit, nos élections ont toujours été des fêtes. Contrairement à la première élection qu'on a tenue après la réforme du système partisan. Et donc, si une réforme crée plus de problèmes qu'il ne devrait en résoudre, il vaut mieux la balayer. Et donc, je disais que tout à l'heure, mon confrère parlait de l'opposition qui était représentée à l'Assemblée quand les lois ont été votées. Je dis non, l'opposition n'était plus au Parlement quand les lois mises en cause aujourd'hui par
le Front de la Restauration de la démocratie ont été adoptées au Parlement. Puis elles datent ces lois-là de 2019, que ce soit le code électoral en vigueur qui instaure le parrainage et la Constitution qui instaure, je dirais, la prorogation donc, du mandat du président de la République. Aujourd'hui, l'opposition est dans son rôle, mais en réalité, elle a été exclue parce que dès lors qu'on a empêché tous les députés qui n'étaient pas dans le même courant que le président de la République, prenez Valentin Adidi-Koulé. Il était parti pour être dans le deuxième bloc du chef de l'État, mais il a claqué la porte pour se retrouver seul avec sa dynamique unitaire pour le développement. C'est pareil pour Claudine Prudencio, qui n'a pas fait allégeance donc, à la volonté de grands regroupements et qui a voulu garder son identité. Vous avez vu la finalité, on les a écartés. Et donc, aujourd'hui, nous observons avec aisance que, malheureusement, ceux qui doivent légiférer dans l'intérêt des citoyens sont courtisans ou partisans du président de la République ou du gouvernement et font sa volonté. Et c'est justement là que le jeu est déséquilibré, parce que l'Assemblée, qui constitue la deuxième force politique ou l'expression même de la pluralité donc, des opinions, où on doit voter les lois en considérant l'intérêt supérieur donc, de la nation, cette Assemblée ne joue plus son rôle. Donc depuis 2019, elle est une Assemblée à la solde. Et dans quel pays vous avez vu qu'on a deux partis politiques qui font tous allégeance au président de la République ou qui sont nés de sa volonté et sont manœuvrés ou sont est-ce qu'aujourd'hui, ce débat n'est pas dépassé? Non, ce débat, je pense que ce débat est un peu dépassé. C'est vrai, on peut regretter qu'il n'y a que des partisans du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Mais ce débat, à mon avis, est dépassé parce que ce qui devrait être fait pour empêcher cette pratique n'a pas été fait par l'opposition. Je crois que les opposants sous nos cieux et en dehors du Bénin jouent souvent les derniers rôles. Les derniers rôles, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire véritablement pour prendre le pouvoir ou pour empêcher le pouvoir dans une certaine manœuvre. Ils ne le font pas à temps. Du moins, ils le font très Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se soulever. Non, ils ne doivent pas se soulever. Envahir les rues. Non, ils ne doivent pas se soulever ni envahir les rues. Mais il y a les méthodes quand même. Ils sont de l'opposition. Ils doivent connaître les méthodes. Et la plupart de ces opposants ont géré une fois le pays. Donnez-leur des pistes. Il a rappelé. Non, moi, je n'ai pas de pistes à leur donner. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ont géré une fois ce pays. Ils ont été une fois députés. Ils ont été une fois président de la République. Ils savent comment on peut s'organiser. Peut-être qu'ils mijotent aussi, qu'ils réfléchissent aussi. Ce que moi, je dis, c'est qu'ils doivent comprendre qu'ils sont devant quelqu'un qui est très intelligent. Ils sont devant un pouvoir fort, le pouvoir du président. Alors, il faut le reconnaître. Et quand vous êtes devant un pouvoir du genre, il faut mûrir vos stratégies pour pouvoir arracher le pouvoir si véritablement ils travaillent pour 2021. Parce qu'ils peuvent se mettre ensemble pour ne pas travailler pour 2021. Parce que le jeu est joué, à mon avis. C'est vrai, beaucoup disent qu'ils ne veulent pas aller à cette allure, qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Si c'est ça, je les comprends. Si on doit... parce que pour eux, c'est clair, tant que les exigences ne sont pas satisfaites, si on doit fournir les armes pour les élections prochaines, c'est ça. C'est également ça le rôle d'un parti, c'est conquérir le pouvoir, mais pas forcément conquérir le pouvoir. Et il faut mettre en place des stratégies à même d'aller au front. Si ils sentent qu'en 2021, ils ne sont pas prêts, moi, je pense qu'il faut qu'ils laissent et pour aller en 2026, je ne sais pas quoi. Mais ce que je dis, c'est que ils sont là pour arracher le pouvoir, ils ne sont pas là pour faire plaisir au chef de l'État. Et quand on est là pour arracher le pouvoir, il faut mettre en place les stratégies qu'il faut pour pouvoir arracher le pouvoir. Pas seulement les discours, au-delà des discours. Vous allez voir, il faut poser des actes. Le chef de l'État, il est en train de faire des tournées, on ne nous a pas dit que c'est de la campagne, il est en train de faire, mais il fait des tournées, on dit, de reddition de comptes. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire ce genre de tournée, c'est quelque part, quand vous suivez les discours des uns et des autres, c'est quelque part, on peut noter une sorte de campagne qui est dedans. Et donc, je pense que les opposants, ils sont leur stratégie et j'espère qu'ils pourront agir véritablement pour arracher. Sergino Lokosso, vous l'avez dit, et Prudence, avant de vous laisser réagir, voilà, la Sénat qui vient de lancer le processus, de donner le top du processus électoral, les potentiels parrains qui sont en train de passer devant l'institution pour retirer leur formulaire nominatif de parrainage.
c'est cette question de parrainage qui fait également partie de ce panier de revendications de nos opposants. Voilà, le gouvernement qui, apparemment, comme l'a dit Seydino, ne pourrait pas se plier à cette exigence à quelques encablures des prochaines élections. À quoi doit-on véritablement s'attendre les jours, semaines à venir? Moi, je pense que si nous sommes là à nous exprimer librement en tant que journalistes ou en tant que citoyens, c'est parce que nous avons souscrit à la démocratie depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un dérèglement des règles démocratiques. Les institutions, malheureusement, ne jouent plus leur rôle. Et tout ceci est fait donc de façon bien intentionnée pour, je dirais, contrôler. Et c'est ça ce qui est un peu dommage. Et malheureusement, on ne va pas faire le procès des opposants ici. Moi, je pense qu'ils sont encore, les opposants béninois, respectueux des tests de la République et se plient au rapport de force institutionnel qui leur est parfois imposé. On l'observe. On ne peut pas leur demander de prendre la rue. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un qui aspire à prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui... Mais à cette allure, est-ce qu'on ne peut pas craindre le scénario de 2019? Oui. Et on aura un responsable et des coupables. Si on revient au scénario, et c'est évident qu'on va revenir au scénario, parce que on veut maquiller la chose en exposant que certains partis aujourd'hui sont de l'opposition. Mais nous savons bien sûr que ceux qui se réclament aujourd'hui de l'opposition formelle, ils n'ont pas voix au chapitre. Ils pourront pas, ils n'ont pas de maire. Ils n'ont pas de députés. Mais avec les assurances données par le pouvoir et les potentiels paraissent qu'il ne faut pas aujourd'hui faire foi à tout ce qui s'est dit. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si nous disons que ce sont les partis politiques qui doivent animer la vie politique nationale et que nous voulons des partis politiques forts, je conçois très très mal que ceux qui sont porteurs de cette réforme-là, qui l'ont imposée au peuple béninois, reviennent nous dire qu'en étant d'un parti politique, on peut aller soutenir un candidat qui n'est pas de la même vision que soi, qui n'est pas du même parti que soi. Non, c'est du folklore. Il ne faut pas qu'on se leurre. En réalité... Le parti, ça ne peut pas avoir à lui tout seul les 159 pareils, évidemment. Oui, le jeu sera fait de sorte que ceux qui vont être parrainés seront ceux voulus par les partis politiques ou le président de la République. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des parrains, non? Le jeu est déséquilibré. Depuis 1960, est-ce qu'il est arrivé qu'on a organisé des élections sous cette forme-là dans, je dirais, notre pays? Alors, si nous étions... Pour vous, c'est un recul. C'est un recul. Si nous étions dans, je dirais, le monopartisme, on comprendrait. Mais nous avons souscrit à la démocratie depuis 1990 et nos élections se sont organisées dans la plus grande transparence. On n'a pas empêché, on n'a pas écarté des gens. Donc, c'est ça ce qui doit interpeller le dernier des citoyens béninois. Et ça, c'est la responsabilité des députés qui ont voté cette loi-là qui est engagée, puisque c'est eux qui ont délibérément choisi, sur la base de leur considération du moment, d'en arriver là. Et cette réforme-là a déjà engendré des difficultés en 2019. Et il y a aussi un gros risque que ça engendre des difficultés en 2021. Et le président de la République a encore la possibilité, comme il a voulu le faire un peu avant les législatives, de ramener la balle à terre. Mais évidemment, ça va être aussi un piège, parce que son mandat finit dans quelques jours, dans quelques mois. Donc, il y a un piège. On aurait pu faire ça depuis. Aujourd'hui, je pense que l'opposition est dans son rôle. Elle veut s'appuyer, puisque à la fin de la déclaration, ils ont demandé aux citoyens d'être conséquents et debout, donc mobilisés. On attend de voir. Mais j'espère bien que ce ne sera pas un appel à l'insurrection. Seulement, les jeux sont déséquilibrés, c'est ce que nous observons. Les institutions ne jouent plus leur rôle. Et vous avez parlé de cette décision de la Cour africaine de justice. C'est un camouflet pour notre pays. D'autant que la Cour constitutionnelle aujourd'hui... Le Bénin s'est retiré. Mais ce retrait-là prendra effet au titre des tests à partir de mars 2021. Et donc la décision en l'état s'impose à notre pays.
Voilà, la décision qui s'impose à notre pays, mais le gouvernement ne veut pas se plier. Le Bénin, qui ne fait plus d'ailleurs partie de cette institution dont la charte était intégrée à notre constitution. Sergino Lokosso, sur la question de parrainage, voilà, les potentiels parrains qui défilent. Est-ce que l'opposition ne ferait pas mieux d'aller vers ces parrains, surtout qu'à l'approche d'une élection, on devrait s'attendre plutôt à des débats sur les projets de société, mais c'est désolant aujourd'hui qu'on assiste, qu'on en soit là, se tirer à pas sur le principe. On a fait le débat une fois ici déjà. Je crois que l'opposition doit compter sur la magnanimité du pouvoir en place. Parce que quand vous suivez, bon, le débat au niveau de la mouvance présidentielle, ça ne cause pas autant d'inquiétude comme au niveau de l'opposition. Les députés, certains députés, moi je les ai suivis. Donc que l'opposition prenne le pouvoir au mot. Certains sur la télévision nationale, d'autres sur les chaînes de radio de la place qui disent nous sommes là, on va les parrainer, qu'ils aillent nous voir, on va aviser, on va les parrainer. Le co-débatteur dit que ces assurances ne suffisent pas. Nous sommes en politique. Non, ça ne suffit pas. Nous sommes en politique. Il a dit quelque chose de très fondamental. Oui. Et si on doit éviter ce qui est venu, ce qui s'est passé en 2019, ils sont obligés de parrainer l'opposition, de leur permettre d'aller faire le débat avec le chef de l'État, comme l'a souhaité le professeur Joël Ivo. Faire le débat, ce n'est pas aller sur la télévision nationale, mais aller à cette élection avec le chef de l'État. Je pense que si on doit éviter un certain nombre de choses, parce que ça n'est pas bon pour l'image du pays. Voilà. Les événements de 2019, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Et tout le monde est gêné, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Et donc, pour éviter ce genre de choses, pour notre pays, qui est quand même une vitrine de la démocratie, les conférences ont commencé par le Bénin et ça a fait école. Et pour que le Bénin fasse école en matière de démocratie, il faut quand même permettre à ce que tous les opposants qui souhaitent aller à cette élection, que ceux du pouvoir en place puissent leur donner le parrainage. Je crois que le problème ne se pose pas, même si on peut craindre une certaine façon de faire qui n'est pas forcément orthodoxe, mais pour conserver la paix dans le pays, pour éviter les émeutes de 2019, il faut véritablement que les députés, les maires de la mouvance présidentielle puissent parrainer les candidats de l'opposition. Et ils le feront, je l'espère. Ils le feront. Sur la question, moi je trouve que ce qui serait intéressant, c'est que comme nous sommes dans la réforme du système partisan, ce serait bien déjà que les deux partis politiques qui soutiennent l'action du président de la République, au-delà donc du discours des députés qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre au sérieux, sortent de façon officielle et dégagent dans leur rang les 16 candidatures au niveau de chaque, en fait, les 16 parrainages au niveau de chaque parti pour dire, donc pour dire, nous avons 32 parrainages. Ça fait, oui, je crois que c'est 16 fois 2, ça fait 32. Oui, nous avons 32 parrainages. Donc, que l'opposition, que les autres forces peuvent venir chercher, ça apaisera le débat. Et là, ça mettrait en confiance les hommes politiques. Ils l'ont suffisamment dit. Non, dire ça ne suffit pas. Vous voulez avez les noms des parrains Non, les partis politiques aujourd'hui, que ce soit l'UP ou le BR, peuvent mobiliser en leur sein les 16 parrainages et demander à qui veut d'aller les chercher. Parce que demander au présidentiable de l'opposition de faire le tour des députés, ça me paraît très difficile et improbable. Donc, si on veut apaiser, ce serait bien qu'au niveau de ces formations politiques, on monte au créneau pour dire, nous avons ces parrainages, venez les chercher. Et ça rassurerait les gens. Voilà, le Bénin, c'est un sacrifice inhérent à toute élection. 32 moins 150 et quelques, ça ne pose aucun problème, voilà, donc c'est gérable. Le Bénin sait quand même se tirer, sortir grand de ces situations-là. On va espérer que la bonne formule soit trouvée pour qu'on ait des élections véritablement inclusives et que, bon, le pire n'arrive encore chez nous. Nous allons aborder, avec votre permission, chers invités, le deuxième sujet de notre débat de ce matin qui a rapport à cette tournée de reddition de comptes effectuée par Patrice Talon qui a parcouru les 77 communes du Bénin en l'espace de 67 jours. Quelle est votre note sur cette actualité? 4 pour Sergino Lokosso et 6 pour Prudent Nasséou qui, visiblement, est plus généreux sur cette actualité-là. Prudent Nasséou, l'exercice était-il utile selon vous? Utile, bien sûr, parce que vous savez, je ne sais pas si le président de la République, candidat en 2016, a parcouru toutes les communes du Bénin. Il l'a fait. Je dis je ne sais pas. Et ce n'est pas la même réalité. Voilà. Ce n'est pas la même réalité parce que quand on est candidat, on discute avec sa base, ses courtisans, ses partisans dans les communes. Et quand on est chef d'État et qu'on y retourne, on discute avec ceux qui, les forces vives ou ceux qui dirigent la commune, notamment les maires.
Et j'estime que même si cette tournée-là n'était pas pour faire le point des réalisations, son avantage serait important dans la mesure où nous savons que l'actuel président de la République est candidat à sa succession. Donc, aller au contact des populations lui permet de cerner les véritables problèmes des communautés. Mais ici, on avait dit que le président est en tournée de reddition de comptes. La reddition de comptes est une exigence de bonne gouvernance. C'est imposé aux maires qui gèrent à la base et on devrait normalement l'imposer aussi au président de la République, même si on estime que le gouvernement a des ministères sectoriels et qu'il revient à chaque ministre sectoriel de faire le point des actions qu'il a menées. Mais le travail de reddition de comptes en lui-même est une très bonne chose, mais au-delà donc du fait que Patrice Talon est en fin de mandat et qu'il fait le tour pour parler un peu de ses actions, parce que c'est vrai qu'il a fait des actions au plan national qui n'ont pas directement impacté les communes, mais il y a aussi des communes dans lesquelles il y a eu des investissements importants qu'il a pu vanter. Voilà. Mais les communes où il n'y a pas eu d'action directe, voilà, c'est que les populations expriment leurs doléances et ça reste. Et on peut, à la suite de cette tournée-là, apporter des solutions aux problèmes posés par les populations. Voilà. Président Asseo, je vais rester avec vous. Vous avez certainement suivi les discours, les propos tenus par le chef de l'État lors de l'échange interactif qu'il a eu avec les populations. Et quand vous interrogez le contenu de ces discours, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu un élu en devoir de rendre compte à ses mandants, ou plutôt un potentiel candidat en quête de suffrage pour sa réélection? Oui, c'est ce que je disais. Le président Patrice Talon n'a pas impacté directement à travers certaines réalisations toutes les communes du Bénin. Et donc, le discours change d'une commune à une autre. Quand il va dans une commune où il y a eu des réalisations directes, palpables, le discours porte sur ces réalisations. Mais dans les communes où il n'y a pas de réalisation directe, où il y a des réalisations, on va dire, pas intégrante de la vie de ces populations-là, on revient un peu sur le sens de l'action publique depuis 2016. Et donc, le président s'emploie à expliquer les réformes, à montrer que notre pays se porte bien et à indiquer que tout ceci est lié à l'effort collectif des uns et des autres. Donc, joue sur la sensibilité donc, de ces interlocuteurs. Et ça, ce n'est pas si mauvais en soi. Et donc, ça participe de ce que je disais tout à l'heure, de sa volonté donc, de se représenter dans les mois à venir pour justement continuer, ou même s'il a nuancé hier à Soava en disant ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais que son courant. Mais ce n'est pas évident que quelqu'un d'autre vienne, vu que le temps qui nous reste est trop court et qu'on n'a véritablement pas préparé quelqu'un à lui succéder. Le chef de l'État, dans son camp, je veux dire. Le chef de l'État, Sergino Lokosso, qui ne s'est pas encore formellement déclaré candidat pour la prochaine élection présidentielle, mais qui visiblement, curieusement d'ailleurs, prend des engagements au-delà du terme de son mandat constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas prendre des populations pour les bris de 15? C'est pourquoi moi je lui ai donné la note 4, parce qu'on nous a parlé de tournée de reddition de comptes et je suis heureux que mon confrère soit dans le secret. Il dit que le temps ne lui a pas suffi. Il a parlé comme s'il était dans la cellule de communication. Ou bien non, mais c'est ce que le président dit. Lui-même l'a dit. Il s'est surpris par le thème. Ok, donc je pense que moi je trouve plutôt pas le chef de l'État, mais un candidat à l'élection présidentielle, parce que les derniers discours me font croire que c'est un candidat. Ce n'est plus le chef de l'État, mais c'est le candidat qui prend des engagements au-delà. Et même dans certaines communes, les populations ont même souhaité que leur doléance soit satisfaite dans le mandat qui va commencer en 2021. En clair, il est en campagne. En clair, moi je dis, en clair, on sent une sorte de campagne dans cette tournée de reddition de comptes. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a un candidat qui est en train de tout faire pour pouvoir grandir dans l'estime des populations. Leur brandir ce qui a été fait,
votre ville aura pour son compte, et si on peut réaliser 22 stades dans un seul mandat, imaginez un peu ce qu'on ferait en deux mandats. Donc, je pense que c'est plus un acteur politique qui évolue maintenant, et c'est de bon droit. Nous sommes à 90 jours des élections, même si les opposants peuvent voir qu'il est en train de violer les tests. Nous sommes à 90 jours de la présidentielle, je dis ça comme ça. Mais le président de la République, il fonctionne comme un candidat. Et moi, à ce niveau, je me dis, bon, est-ce qu'il a besoin de le faire? Le confrère l'a rappelé qu'il y a des ministères et qui, dans leur département, s'occupent de tel aspect de la gouvernance et qui peuvent rendre compte au chef de l'État. Mais trouvez-vous que ce bilan-là, ça peut être déterminant, ce qu'il dit aux populations? Ça peut être déterminant dans sa probable élection? C'est très déterminant. Le bilan est très déterminant. Vous allez voir comment les populations applaudissent quand le chef de l'État parle, quand le chef de l'État brandit ce qui a été fait depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, mais que depuis que lui a commencé par gérer le pays. Quelqu'un a parlé de foule conditionnée. Non, c'est pas conditionné. Il a donné une autre image au pays. Voilà. Et donc, les populations voient en ce candidat, oui, et que c'est quelqu'un qu'il faut pour le Bénin. C'est l'homme de la situation. Voilà. Et vous allez voir l'enthousiasme. Quand le maire, si c'est le maire qui lit le discours, quand le représentant des jeunes prend la parole et dit son discours, vous allez noter une sorte on est content, on est heureux de recevoir le chef de l'État. On est content parce qu'il agit pour le pays. Quand le chef de l'État brandit la croissance économique du pays, les cantines scolaires, un certain nombre de choses qui ont été faites, les populations sont sidérées. Et je pense que c'est de bon droit. Il est le président de la République. Il a le droit, comme l'a rappelé le confrère, de faire cette tournée de reddition de comptes, d'aller dire, parce que ce sont les populations qui ont choisi le chef de l'État, donc il doit rendre compte aux populations de ce qu'il a fait, de ce qu'il reste encore à faire. Président Nassé, est-ce que fondamentalement, c'est le bilan qui fait réélire un chef d'État? Non, pas du tout. Et vous avez dit... D'abord, quelqu'un l'a dit, que c'est sa capacité à maîtriser. Oui, le jeu, il est déjà déséquilibré. Donc, est-ce que les populations ont vraiment le choix pour 2021? Je ne suis pas sûr. Donc, on fera avec ce qu'on aura. Et aujourd'hui, celui qui part favori, c'est bien le président actuel de la République ou le candidat qui viendra de son camp. Et ce que moi, j'ai déploré lors de cette tournée du chef de l'État, c'est qu'au-delà donc de la reddition de comptes qui est brandie, et ça, il faut quand même l'expliquer, le président en exercice ou un maire en exercice, il est difficile de le dissocier dans le rôle de candidat ou dans le rôle de président. C'est vrai qu'il est le président actuel, mais dans certaines postures, on peut le confondre au candidat, mais on le considère aujourd'hui comme président de la République et on ne va pas lui faire un procès d'intention par rapport à cette dualité. C'est vrai. Ce que moi j'ai déploré au cours de cette tournée et qui, ma foi, traduit, je dirais, la désagrégation de certains fondamentaux, c'est que ceux qui portent le discours des populations sont des gens choisis sur le volet, des courtisans, des partisans. Voyez la tournée de Macron en France. Des femmes sont allées dire ce qu'elles pensent au président de la République. Et c'est ça ce que moi j'aurais souhaité lors de cette tournée-là. D'abord, le timing. Qu'on laisse le temps aux populations de s'exprimer. Non, qu'on ne choisisse pas les gens sur le volet. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez comment le président est accueilli, il est accueilli par ses partisans et courtisans des deux camps dans les communes qu'il a sillonnées. Est-ce que vous avez vu des gens de l'opposition bien positionnés? Non, vous ne les verrez pas. Comment vous le saurez? Non, mais on connaît les gens de l'opposition. Le président était à Calavi. Peut-être qu'ils ont été invités, qu'ils n'ont pas daigné venir assister à la rencontre. Comment on va les inviter? Vous ne savez pas comment le président est accueilli dans les communes? Les gens souscrivent. On ne les associe pas, on ne va pas les associer, donc on ne va pas les inviter. Donc en réalité, moi j'ai déploré cet aspect des choses parce que le président, dès lors qu'il est élu, il devient le président de tous les citoyens. Et lui, en principe, dans certaines communes, il devait insister à voir ces personnalités-là qui ne soutiennent pas son action. Ça montrerait sa capacité d'unification du peuple et du Gotha politique. Nous sommes véritablement pris par le temps. Président Nassé, un mot sur cette proposition, cette ambition du chef de l'État de faire de cette tournée nationale désormais une exigence constitutionnelle. Il n'a pas besoin. D'accord. C'est ça. Pourquoi il n'a pas besoin? La question. Il ne peut pas contraindre ses successeurs. Est-ce qu'on doit constitutionnaliser? Je pense qu'on n'a pas besoin. Ça dépend du bon vouloir du président de la République. Si on constitutionnalise cet aspect de la chose, c'est comme si on n'a plus besoin d'un gouvernement, on n'a plus besoin de ministre parce que
Le rôle des encore que la forme qu'on lui donne, moi, elle me satisfait. De recueillir un peu les doléances des populations, d'en débattre en conseil et puis de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions. Fidèles internautes, c'était donc le premier numéro de notre émission, de votre émission, un carré politique pour le compte de cette année 2021. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. D'ici à là, passez un excellent week-end.